nous allons faire. Voilà, très bien. Alors, la conférence de cet après-midi, nous sommes bien sûr samedi, mais il n'y a pas de plus grand plaisir que d'apprendre. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir des éminents chercheurs. Il y a Sonia Ben Silman, j'espère que j'ai bien prononcé, Sonia et Ben Sliman. Silman. OK. Sliman. Slim. Sliman. OK, d'accord. Heureusement, c'est pas une interrogation, Il n'y a sinon, pas de souci. voilà. Et puis, nous avons Atam Meni, OK? Et ils ont publié un ouvrage important qui est l'entrepreneuriat et le développement, réalité et perspective. Dans le cadre de la conférence de cet après-midi, l'idée c'est de savoir quelles sont les perspectives de développement d'un système national d'entrepreneuriat innovant, aussi bien dans les pays émergents que dans les pays en développement. Donc voilà, ça c'est un ouvrage pour lequel euh, l'essentiel du lien de cet ouvrage va être partagé notamment à tous les participants. Je vous le conseille vivement que chacun puisse avoir une copie de cet ouvrage. Mais à côté de cela, c'est aussi maintenant important, on aura l'idée de la synthèse. Et je sais que, par exemple, dans les pays émergents, par exemple aussi en Afrique, il y a des défis spécifiques en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et ici, moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait une conférence qui essaie alors de faire un lien, d'une part, entre les perspectives de développement d'un système entrepreneurial et avec la problématique de ces pays émergents ou de ces pays en développement. Donc, sans plus tarder, je vais accorder la parole à Sonia et Hatem pour une brève présentation de leur ouvrage. Et comme ça, on accordera la parole au public pour des questions et réponses s'il y en a. OK? À vous la parole. Merci Patrick et bonjour à tous les participants. Nous vous remercions d'abord pour cette conférence en ligne qui met en avant notre modeste contribution à comprendre le lien symbiotique, si j'ose dire, entre le triptyque innovation, entrepreneuriat et développement, et particulièrement la contribution à comprendre le rôle de l'entrepreneuriat innovant dans le développement. Alors, si je peux mettre en avant la contribution de notre livre au débat économique et managérial, justement, sur ces trois concepts, disons que notre livre aborde adopter une approche chronologique pour essayer de comprendre les apports des différentes théories économiques, comme la théorie de l'innovation, la théorie de la croissance endogène, puis aussi la théorie, l'approche industrielle du développement, puis la théorie de l'innovation, l'approche par la firme, etc. Et sans aussi oublier la contribution des approches en gestion, à comprendre un peu le comportement de l'entrepreneur, à comprendre ses motivations, ses perceptions, des opportunités qui se présentent ou qui pourraient se présenter potentiellement dans son environnement, et donc à s'engager dans une activité entrepreneuriale qui présente une plus-value non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Par ailleurs, on a aussi cette chronologie qui est d'aborder les différentes approches qui ont analysé ces liens, soit les liens entre l'innovation et le développement, ou le lien entre l'entrepreneuriat et l'innovation. Elles sont vraiment ancrées dans des contextes locaux et ont permis graduellement à converger les approches macroéconomiques
et puis les approches microéconomiques, les approches macroéconomiques, principalement traitant le développement économique et l'innovation, l'approche systémique de l'innovation, et puis les approches microéconomiques et même de gestion qui abordent plus l'aspect propre à l'activité individuelle, donc l'activité de l'entrepreneur. Ce triptyque ou ce gros sujet qu'est le lien entre entrepreneuriat, innovation et développement est très important de nos jours. Vous avez, Patrick, parlé de, oui, on commence samedi cette conférence, mais effectivement, on est dans un contexte dans lequel le temps est important, et même le week-end, on s'inscrit dans une démarche de nation globalisée apprenante. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'aspect apprentissage qui est une partie intégrante de notre travail et sur lequel Hatem va sûrement parler plus amplement en présentant les résultats de notre travail. Alors juste pour vous donner l'appétit pour lire ce livre, effectivement quand on parle d'innovation et de développement, on pense spontanément à Schumpeter, qui est le fondateur de l'évolutionnisme économique et qui est le père, on va dire, de la théorie de l'entrepreneur et de l'innovation. Cependant, il ne faut pas oublier que Schumpeter s'est inspiré des travaux de Jean-Baptiste Say, qui est un classique libéral, mais qui est par ailleurs un entrepreneur dans le secteur du coton et qui a lui-même fondé la première école de commerce dans le monde et qui se trouve en France, à Paris. Et à partir de là, on a vu confronter les théories qui sont en plus en faveur du développement de l'entrepreneuriat et puis d'autres qui sont en faveur du développement économique en utilisant l'innovation, mais plus l'innovation au sein des grandes firmes et pas forcément des petites entités ou qui n'émanent pas d'initiatives individuelles. Et on a vu à travers, on a essayé en tout cas, à travers la première partie du livre, de montrer les contributions, mais surtout les limites de chaque théorie, qui a donné finalement les premiers axes de réflexion aux approches qui ont suivi pour essayer de combler les lacunes et apporter d'autres aspects ou d'autres dimensions qui ont été négligées par chaque approche. On arrive au final à une synthèse de toutes ces approches macroéconomiques et microéconomiques et on se rend compte que finalement toutes ces approches convergent sur le fait que l'innovation est importante pour le développement, que l'entrepreneuriat est important lorsqu'il s'appuie sur l'innovation, mais le lien entre ces trois concepts, innovation, entrepreneuriat et développement, n'ont pas encore eu le mérite d'être explorés convenablement et sérieusement pour contribuer finalement à enrichir le débat compte tenu du contexte évolutif. Et quand on voit actuellement la compétition entre les pays, entre les nations, qui s'appuie sur des actions d'innovation, sur une spécialisation technologique qui repose sur des initiatives entrepreneuriales au départ. Et on se pose donc la question sur la place du système d'innovation dans une économie et comment on peut intégrer le comportement entrepreneurial dans un système d'innovation.
Et c'est quand même paradoxal de constater que l'approche systémique de l'innovation ne s'était pas intéressée au comportement entrepreneurial. Il y a quelques années, disons 7 années, cette approche systémique de l'innovation et qui intègre la dimension entrepreneuriale a commencé à émerger en s'appuyant sur notamment un cadre institutionnel, on va dire, qui est le GEM. Et donc, elles ont essayé, beaucoup de travaux se sont développés sur cette base en utilisant des données sur l'entrepreneuriat, pardon, pour essayer de trouver un lien entre l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement. Il faudrait peut-être souligner l'apport de certains chercheurs comme Axe et qui a finalement beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat innovant. Et il y a eu quand même une définition, une distinction, disons, entre l'entrepreneur classique et l'entrepreneur innovant, qui a finalement débouché sur une exploration de la différence en termes de plus-value économique et donc par conséquent le développement, sur l'entrepreneuriat de nécessité qui est prédominant dans les pays en développement et certains pays émergents, et l'entrepreneuriat innovant. Et c'est là où le contexte local et institutionnel contribue à favoriser ou non le développement de l'entrepreneuriat innovant qui est véritablement source de développement. Peut-être que je laisserai la parole à Atem pour montrer l'importance du contexte sur le développement de l'entrepreneuriat innovant sous une approche très systémique et de parler un peu des variables que nous avons mobilisées, les dimensions, les 3 dimensions phares clés que nous avons mobilisées pour essayer de comprendre un peu la spécificité des pays émergents et en développement en rapport avec le développement de l'entrepreneuriat innovant. Vas-y, à toi, Had. Ok, merci. Je vais commencer tout de même par remercier nos hôtes pour l'invitation. J'espère que cette présentation sera d'un certain intérêt pour les étudiants de l'université congolaise qui nous invite et le centre congolais allemand de microfinance dirigé par notre collègue Patrick. Pour résumer un peu ce qu'il faudrait garder un peu de ce livre, de ce travail, je dirais 2 choses. S'il y a bien une petite valeur ajoutée, il faudra la trouver, à mon avis, dans 2 éléments importants. Le premier élément est au niveau théorique. Et Sonia a fait allusion à cela dans sa présentation. Nous considérons avec Sonia que il y a un terrain d'investigation théorique très intéressant qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été défraîchi suffisamment, qui n'a pas été étudié suffisamment. En effet, dans la littérature, on peut trouver des centaines d'articles sur l'écosystème entrepreneurial. Et nous pouvons trouver aussi des milliers d'articles sur le système national d'innovation. Et ça ne manque pas. Donc,
vous voyez, on a deux piliers et où la recherche est vraiment foisonnante. On peut trouver des livres et des articles, différents niveaux évidemment, etc. Mais nous avons, disons, finalement, grâce à tous ces travaux-là, des connaissances sur comment étudier, comment évaluer les politiques d'innovation d'un pays en se munissant un peu de l'atelier que représente la théorie du système national d'innovation. Nous pouvons aussi, grâce à ce que nous offrent nos collègues de la gestion, une très bonne lecture, de très bons outils aussi, pour comprendre un système entrepreneurial, un écosystème, comme ils disent, entrepreneurial. Ce que nous avons proposé dans ce livre, c'est, dans un premier temps, montrer que une lecture de l'un sans l'autre est vraiment réduit vraiment notre champ d'analyse et réduit les moyens avec lesquels on peut comprendre le lien entre entrepreneuriat et développement. Parce que nous considérons, et les travaux empiriques le montrent, que entrepreneuriat tout seul ou système national d'innovation plus ou moins performant tout seul ne mène pas nécessairement vers un développement soutenable. Le lien entre les deux est susceptible, donc théoriquement, etc., est susceptible de nous aider à comprendre les enjeux. Alors, le lien entre les deux, dans la littérature, il se résume, selon ce que nous avons trouvé, à 2-3 articles sur ce lien-là, hein, entre écosystème entrepreneurial et système national d'innovation. Et encore, dans ces très peu d'articles, la plupart traitent la question soit en termes géographiques et donc régional, système régional d'innovation avec une vue sur l'entrepreneuriat, ou bien du point de vue technologique. Donc, système national d'innovation technologique, et on entre à travers, par exemple, la digitalisation, les technologies de l'information et de la communication, etc. Et on se trouve confronté à étudier l'entrepreneuriat innovant. Donc, c'est un vrai vide hein, pour tous les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent maintenant ou qui pourront regarder ce document-là. À mon avis, il y a un véritable terrain d'investigation qui est celui des systèmes entrepreneuriaux d'innovation. Alors, qu'est-ce qu'un système entrepreneurial d'innovation? De premier abord, c'est la connexion des deux, c'est l'interface des deux. Dans le système national d'innovation, il doit y avoir un espace pour l'entrepreneuriat, et dans l'écosystème entrepreneurial, il doit y avoir un espace pour l'innovation. Le lien entre les deux, c'est bien un système entrepreneurial d'innovation. Quel est son contenu? Son contenu, il devient de plus en plus connu. Nous avons entamé une réflexion dans ce livre pour une meilleure compréhension de ce que peut être ce système. Comme je viens de le dire avant cette conférence à Sonia, il faudra travailler maintenant sur des papiers pour investir le terrain et faire comprendre un peu aux jeunes chercheurs ce système-là. Qu'est-ce qu'il comprend en termes d'institutions, qu'est-ce qu'il peut comprendre en termes de loi, qu'est-ce qu'il peut comprendre en termes de liens et de programmes et de politiques de l'État, etc. Donc, une approche systémique et une volonté politique. Ça ne va pas être très difficile à faire et j'invite tous les chercheurs africains et autres en fait à réfléchir et à nous aider
à investir ce terrain. Donc, s'il y a un apport dans la partie, disons, théorique, c'est bien ce concept-là que nous avons visé. Donc, c'est une approche vraiment systémique. On ne regarde pas la disons, le micro-comportement, ni de l'entreprise, ni du consommateur, mais nous sommes plus sur l'entrepreneur lui-même et disons, les déterminants aussi bien intrinsèques de cet entrepreneur que de son environnement et de l'environnement qui l'entoure, économique évidemment, qui l'entoure. Donc ça, c'est sans contexte, hein, sans contexte, un petit premier rapport. Deuxième élément, nous avons décidé en fait de ne pas nous arrêter en fait à une réflexion purement théorique. Et on aurait pu le faire. Hein. Il y avait de l'espace pour le faire parce que effectivement la littérature sur ces thématiques-là sont importantes. Nous avons voulu passer à une démonstration empirique. Nous nous sommes dit, peut-être qu'avec un article, ce n'est pas toujours possible, mais avec un livre, il faudra argumenter autrement que par ce qu'on appelle des surveys théoriques, même avec une lecture, disons, critique. Donc, c'est de cette façon-là que nous avons commencé. Alors, vous connaissez, vous savez très bien à quel point il est difficile de trouver des données pour traiter ces éléments-là. Traiter la question de l'innovation, traiter la question de l'entrepreneuriat, traiter la question du lien entre les deux. Donc, c'est vraiment un casse-tête chinois. Et nous avons dû faire des choix et des concessions aussi. Nous avons dû travailler sur des données de pays, hein, donc des observations pays, pas des observations à l'intérieur des pays. Nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle second-hand data. C'est le fait que vouloir, disons, travailler sur beaucoup de pays va nous obliger à utiliser des données qui existent déjà. Donc, je vous dis tout de suite, nous avons utilisé les données de 3 sources différentes. La première source, c'est celle, disons, de la Banque mondiale, qui nous offre un rapport annuel sur ce qu'ils appellent le doing business. Donc, il y a un score, hein, une sorte d'indice pays chaque année, hein, qui nous donne une idée sur la facilité avec laquelle on est capable d'entreprendre dans certains pays dans cette liste-là. Nous avons aussi utilisé des données qui sont publiées par l'INSAT, Paris, avec, je pense, l'MIT et une autre institution indienne, qui est le GII, c'est-à-dire le Global Innovation Index, l'indice d'innovation globale. Ça aussi, c'est un rapport qui est publié tous les ans de manière internationale, au niveau international, et il nous donne des indices des capacités d'innovation des pays. Et il y a une liste de 130, 140 pays qui sont un peu classés tous les ans par cet indice. Et il y a aussi, si on veut aller dans le domaine de l'entrepreneuriat en particulier, il y a ce qu'on appelle le GEM, le Global Entrepreneurship Monitor. Là aussi, on a un rapport
hein, qui est publié tous les ans. Et ce rapport nous donne l'indice du contexte national entrepreneurial. Il nous donne aussi donc des éléments sur la facilitation avec laquelle on peut développer des projets dans un certain nombre de pays qui sont classés dans ce rapport. Bien évidemment, nous n'avons pas dans ces rapports-là les mêmes pays et toujours les mêmes pays et bien sûr tous les pays du monde. On a dans un classement, nous avons 60, 70, dans l'autre 130, 140, dans le deuxième à peu près une centaine, ce qui fait que ceci nous a obligés en fait à travailler sur les pays communs à tous ces rapports. Nous avons ainsi constitué un ensemble de pays avec bien sûr des pays développés qu'on considère développés, etc. Hein, et des pays en développement ou des pays émergents. C'est ce que nous avons pu collecter comme information et nous avons, à partir de ces éléments-là, essayé de faire quelques régressions, quelques corrélations pour tester quelques hypothèses. D'accord? Donc les premières hypothèses qui nous sont venues à l'esprit, c'est évidemment de dire est-ce que lorsque on a un environnement propice à l'entrepreneuriat, est-ce que cela peut aider l'innovation ou pas? En gros, si on jette sur un plan constitué de l'abscisse X et l'abscisse Y, vous allez avoir un nuage de points qui représente des pays, et ce nuage de points va nous donner une tendance, des tendances très claires. Okay? Donc, on a observé de manière très claire, en fait, que, effectivement, quand on met tous les pays dont nous disposons évidemment les chiffres, etc., quand on met ces pays-là, il y a une corrélation positive, il y a un trend positif clair avec un R au carré super très élevé qui montre que lorsque vous avez un climat entrepreneurial ou un climat qui facilite l'entrepreneuriat, l'innovation s'améliore. Et nous avons aussi montré que l'inverse est vrai aussi. Si vous avez des capacités d'innovation, cela permet d'avoir des idées de projets et donc plus de projets entrepreneuriaux. Et donc, l'innovation pousse vers l'entrepreneuriat et l'amélioration de la capacité entrepreneuriale. Donc, on entreprend plus parce que si on est innovant. Parce que vous voyez le lien, quand on innove, en fait, on a de nouveaux produits, de nouveaux process, etc., qui généralement, ils restent dans l'entreprise, mais parfois, ils sont externalisés. Ils permettent de créer d'autres entreprises. Donc, il y a un lien positif, aussi bien de la facilitation à l'entrepreneuriat et le climat du business à l'innovation que de l'innovation au climat. Donc, pour ces premiers résultats, nous avons utilisé le Global Innovation Index et la source était la Banque mondiale. Puis, nous nous sommes dit, peut-être que cet indice du Doing Business de la Banque mondiale était peut-être trop macroéconomique. Il n'y avait pas que des sous-indices, disons, liés directement à l'entrepreneuriat. Effectivement, hein, quand on regarde ça, il y avait beaucoup d'autres sous-indices qui nous sortaient un peu de... Allez, on regarde, on a ce résultat, on regarde maintenant quelque chose d'un peu plus précis. Et on a regardé du côté du Global Entrepreneurship Monitoring avec son indice qui s'appelle l'indice du contexte national entrepreneurial.
c'est important parce que là, nous avons vraiment des sous-indices liés à l'entrepreneuriat. Je ne vous fais pas une liste de tous ces indices, ils sont nombreux, mais ils sont tous liés à ce que j'appelle toujours la facilitation à entreprendre dans un pays. Alors, là aussi, quand on a mis les résultats, quand on a sorti les premiers résultats, il y a une relation positive claire entre l'indice de facilitation donc à entreprendre et l'innovation. Elle est légèrement moins importante en termes de coefficient que la première. D'accord? Elle est légèrement moins importante, mais elle reste clairement positive et dans les deux sens encore. Et aussi dans les deux sens. La facilitation aide à l'innovation et l'innovation aide à la facilitation et à augmenter les projets entrepreneuriaux. Donc, tout montre que le contexte, l'environnement économique général et l'environnement économique favorisant, facilitant l'entrepreneuriat a un impact positif sur l'innovation. À nous maintenant de regarder de manière en profondeur ce qu'il y a derrière. Est-ce que ce résultat global est bon ou moins bon? Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va regarder ces sous-indices. D'accord? Et la littérature que nous avons présentée en fait dans la première partie du livre nous a en fait conduit à choisir 3 sous-indices en particulier. Pas tous les sous-indices, mais 3 en particulier. 3 disons des dimensions, je dirais même des dimensions. Dimensions. On a fait l'empirique, donc c'est des variables, c'est des indices. Ces dimensions, elles sont importantes. Et vous allez comprendre en les citant pourquoi. Le premier élément, c'est le programme de promotion de l'entrepreneuriat, les programmes gouvernementaux de promotion de l'entrepreneuriat et voir leur effectivité. Alors, cet indice que nous donne le Global Entrepreneurship Monitor, il est très intéressant parce qu'en fait, ils regardent de près, ils font des surveys au niveau des entreprises pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de la politique gouvernementale, etc. Et puis, ils posent des questions au gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme politique aux entrepreneurs? Et ceux-ci doivent effectivement montrer qu'il y a bien une offre en termes de politique. Et là, donc, nous avons des indices. Pour chaque pays, nous avons un indice sur ces programmes-là. Alors, ça, c'est le premier. Nous avons vérifié le lien entre ces programmes de promotion, ces programmes gouvernementaux de promotion de l'entrepreneuriat. Deuxième élément, nous avons essayé de tester la question de transfert, ce qu'on appelle TT, et transfert de technologie, transfert de la recherche de la sphère de l'université, de la sphère de la recherche, tout court, des centres de recherche, à la sphère économique, à la sphère entrepreneuriale. Donc, nous avons vu que dans la partie théorique, ce besoin est important. S'il y a une interface entre l'entrepreneuriat et l'innovation, cette interface ne peut se faire sans ce transfert. Donc, nous avons décidé de regarder ça. Troisième élément, c'est un aspect quasiment inattendu, c'est un aspect culturel.
hein, la question des cultures pays, des normes sociales, par rapport au statut de l'entrepreneur. Et l'impact de cela sur l'innovation, évidemment. D'accord? Alors, pour résumer, hein, très rapidement nos résultats, et puis c'est un avant-goût, et j'espère que vous allez avoir le temps de lire un peu toute cette partie-là, parce que nous considérons effectivement que c'est des résultats non intuitifs pour la plupart, donc ils doivent être sujets à d'autres recherches et une réflexion plus approfondie. Pour le premier résultat, nous montrons que pour le résultat global, le programme ou les programmes gouvernementaux d'aide à l'entrepreneuriat a un effet positif sur l'innovation. Ce trend est positif, mais il n'est pas très fort. Il n'est pas aussi important que l'indice global de la facilitation de l'entrepreneuriat. Donc, nous commençons en fait à trouver des difficultés quand on regarde avec les sous-indices. Alors, ce travail-là, nous l'avons fait globalement pour tous les pays lesquels nous avons pu travailler parce que nous avons les données. Après, nous avons divisé un peu notre échantillon en deux grands groupes. Groupe pays développés, hein, nous avons suivi un peu l'OCDE, la liste de l'OCDE. De l'autre côté, les pays émergents. Hein, les pays émergents, en enlevant les pays, bien sûr, sous-développés, les pays vraiment, disons, sujets à des guerres, qui sont dans une situation instable, etc. Nous les avons mis de côté. Nous avons mis aussi de côté, et nous avons décidé de le faire ensemble, tous les pays pétroliers parce que hein, ils peuvent faire voilà, un peu de noise sur nos données. C'est ce que, donc, et ça c'est aussi un résultat intéressant parce que nous avons montré, quand on regarde ces sous-groupes, que le lien est très fort, il est bon dans les pays développés. Donc, les programmes de promotion, les programmes gouvernementaux de promotion de l'entrepreneuriat dans ces pays sont effectifs, ils donnent des résultats, d'accord? Et pour les pays émergents, c'est positif, mais c'est vraiment très légèrement. C'est un peu plus qu'une droite horizontale. Donc, il y a un problème, nous considérons effectivement que s'il y a une limite pour faire joindre ces deux éléments, entrepreneuriat, innovation et développement, il faut rendre effectif hein, et consistant et pertinent tous les programmes gouvernementaux liés à l'entrepreneuriat. Deuxième élément, transfert technologique, transfert de la R&D ou transfert technologique. Là, le lien est encore plus bas. Hein. Le lien, au départ, il était croissant, après un peu moins, maintenant encore moins, de manière globale. Quand on regarde groupe, pays développés, OCDE, pays émergents, et même pays en développement aussi. Et, pour les trois sous-indicateurs, je parle plus plutôt pays émergents, mais je considère que, en fait, si c'est le cas des pays émergents, la situation devrait être probablement pire pour les pays en développement. Donc, il n'y a presque pas de lien pour les pays émergents. Il n'y a presque pas de lien entre cette question de transfert et d'innovation. Les programmes mis en place pour le transfert de technologie, transfert entre la recherche à l'université et la recherche au niveau des entreprises, etc., elle est quasiment inexistante
où c'est vraiment une niche sur laquelle il faudra travailler, il faudra trouver le moyen de mettre en place les bonnes politiques et, comme on l'a dit dans le livre, ne pas copier tout bêtement les expériences des grands pays qui ont créé un peu des centres de transfert, etc., mais qui demandaient beaucoup de moyens et qui ne sont pas vraiment adaptés aux pays émergents et aux pays en développement. Troisième élément, c'est l'aspect culturel. Je vous dis la vérité, moi, aspect culturel, au fin fond de moi-même, je ne comprenais pas ce qu'il pouvait dire. Hein. Aspect énorme, aspect culturel et normes sociales. Vous allez... Donc, tu as été surpris quand on en a discuté. Et bon, pas très convaincu. Alors, et très peu convaincu, effectivement, mais c'est quelque chose probablement qui nécessite, surtout de la part de nos collègues au niveau de la gestion, etc., de regarder de près cette histoire-là. Parce que, et c'est un résultat effectivement paradoxal, nous avons trouvé pour les pays émergents un résultat négatif. C'est-à-dire, nous disons que les aspects culturels et les normes sociales existant dans nos pays sont en train de ralentir, sont en train d'être une contrainte vers le développement de l'innovation. D'accord? Donc, derrière cela, il faut regarder ce qu'est au niveau de notre société, quel est le statut de l'entrepreneur lui-même, comment il est vu. Hein, l'héritage culturel par rapport à... Voilà. Nous savons tous que, par exemple, aux États-Unis, un entrepreneur, il est comme une superstar, il passe à la télé, il est sur toutes les success stories. Voilà. Et on les entend, il ne cache pas ce qu'il gagne, etc. Donc, au niveau de la norme sociale aux États-Unis, on met en avant cette réussite-là, cette réussite individuelle. Nous avons aussi d'autres types d'entrepreneurs dans le sud-est asiatique, probablement Corée du Sud, Japon, etc., où on met en avant une réussite plutôt de la société. Hein. Vous avez le groupe Toyota, vous avez le groupe Nissan, le groupe Samsung, etc. Derrière, il y a une société qui a réussi. On dit la Corée du Sud a réussi à concurrencer les plus grandes entreprises au monde grâce à Samsung. Mais on n'a pas le nom du créateur, disant celui qui est derrière Samsung. Mais les deux réussissent. Les deux donnent des résultats positifs. D'accord? Alors, maintenant, il faut regarder chez nous. Comment on regarde, comment on évalue, comment on traite nos entrepreneurs. Je vous le dis, c'est un résultat paradoxal. Hein. L'effet est négatif, clair. On n'a plus de droite horizontale, c'est une droite décroissante et claire, ce qui veut dire que au niveau de nos normes, au niveau de notre culture, on empêche quelque part l'entrepreneuriat de se développer et par conséquent l'innovation et par conséquent il y a un problème de développement. Donc je viens de vous donner comme ça en vrac tous nos résultats. Ils sont bien sûr au niveau du livre, nous essayons d'en tirer des conclusions, nous essayons d'en tirer des recommandations, mais disons-le tout cru, il y avait un contrat entre nous et l'éditeur, c'est de travailler sur les pays émergents plus que sur les pays en développement. Donc c'est pour cela que à la fin du livre, nous sommes plus, hein, même si nous avons essayé de parler de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, etc., nous avons un peu transgressé
cette recherche-là et nous sommes concentrés sur les pays émergents. Donc voilà en gros nos résultats. Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Ça nous permettra probablement de révéler d'autres parties intéressantes de notre livre. Et je vous remercie. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Atem. Merci beaucoup, Sonia. Je pense que là, nous avons une vue globale de ces livres et j'ai beaucoup aimé notamment de voir cette discussion théorique sur les différentes théories qui essayent d'établir le lien entre, d'une part, l'entrepreneuriat et l'innovation, mais aussi toute la discussion sur le développement. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Et aussi la partie empirique, avec tous ces éléments qui ont été mobilisés, notamment vos choix méthodologiques qui se justifient et pour lesquels vous les mettez en avant. Ça permet notamment de bien comprendre le statut de ce que vous avez fait. Et voilà, avec maintenant ces 3 indices à la fin ou 3 dimensions sur lesquelles vous revenez. Et j'ai bien compris que pour la première dimension, notamment tout ce qui concerne les programmes gouvernementaux, vos recherches arrivent à une conclusion telle que, voilà, ça a un effet positif, notamment pour le développement. Notamment, deuxième dimension qui est cette dimension de transfert technologique. Votre livre essaye de dire que bon, il n'y a pas vraiment de lien comme tel, c'est-à-dire qu'il y a dans certains lieux, on investit beaucoup, mais on ne voit pas assez de lien entre recherche et développement et l'impact qu'on a sur terrain en termes de développement, à moins que je n'ai pas bien compris cet élément-là. Et puis pour le dernier, je crois que Sonia va revenir sur la deuxième dimension. Et pour le dernier, là, c'est dire que voilà, le résultat est assez négatif entre la culture. La culture joue négativement sur, dans certains cas, sur le développement, etc. Alors, comme je dis, nous procédons notamment par le fait que si vous voulez poser la question, levez la main, comme ça on peut savoir qui veut poser la question. Et de ce fait-là, nous allons accorder la parole à nos orateurs pour répondre. Voilà. Je voyais que Sonia voulait… Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ces 3 dimensions que nous avons abordées, qui s'inspirent déjà, qui constituent un premier résultat de toute la partie théorique, mais j'aime pas trop le mot théorique, parce que ce sont des approches qui ont été testées, à la fois microéconomiques et macroéconomiques. Et ce sont finalement, quand on regarde bien, ce sont des 3 dimensions qui traduisent 3 niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse est un niveau d'analyse macroéconomique lié à l'influence des politiques publiques ciblées, il faut le dire aussi, ciblées sur l'entrepreneuriat et l'innovation et leur impact sur le développement de la capacité d'innovation et sur l'entrepreneuriat par conséquent innovant. Le deuxième niveau d'analyse, donc, qui est traduit par cette dimension, donc transfert de R&D, elle est liée à cette incapacité ou capacité, selon les cas, de traduire les résultats de la recherche en produits qu'on peut vendre sur le marché. Et donc, c'est vraiment la dimension intermédiaire, méso. Et puis, la dimension culturelle, elle renvoie non seulement à un aspect de perception individuelle, de l'influence des normes sociales, des relations, des réseaux sur la capacité à entreprendre. Donc, vous voyez qu'il y a finalement, en tout cas, nous avons essayé d'aborder les différentes dimensions et les différents niveaux d'analyse pour essayer de répondre à cette question. Quel est le lien véritable entre entrepreneuriat, innovation et développement?
et les résultats sont satisfaisants et surprenants à la fois et nous amènent véritablement à mieux explorer. Et comme l'avait souligné Atem, il faudra vraiment approfondir les recherches. J'invite tous les étudiants intéressés par ces champs d'analyse qui se situent au niveau macroéconomique que microéconomique à explorer ces différents éléments pour lesquels je pense qu'un travail ciblé sur les pays en développement ne serait qu'enrichissant en termes de résultats. Très bien. Très bien. Je vois Monsieur Salah, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mes félicitations aux intervenants. Hatem, rapproche-toi un peu du micro parce que… Ok. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Un peu plus le micro. Comme ça, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, là, c'est bien. Très bien, très bien. J'enlève mes écouteurs alors. Merci. Je félicite donc les intervenants aussi pour ce livre très très riche. À vrai dire, la présentation, même si elle est riche, donc ça ne donne pas une idée assez précise donc du bouquin. Mais permettez-moi de poser deux petites questions, mais c'est des questions de compréhension, hein, pour mieux comprendre un peu la portée de vos résultats. La toute première, c'est au niveau de l'innovation. En quelque sorte, comment vous la définissez? Bon, on a tendance à distinguer entre l'innovation adjacente, de rupture, l'innovation incrémentale, l'innovation radicale, stratégique. Est-ce que vous faites cette distinction ou vous mettez en quelque sorte le tout dans le même groupe? Et si vous le faites comme ça, vous ne pensez pas que vous perdez en quelque sorte en termes d'analyse ou d'affinement de vos résultats? L'autre question aussi est à peu près du même genre, c'est les pays en voie de développement. Donc, si j'ai bien compris, vous avez pris un échantillon de pays en voie de développement. Et dans les pays en voie de développement, en quelque sorte, il y a des distinctions à faire. Et je pense aux pays à revenus intermédiaires. Et on sait pertinemment le piège en fait des revenus à revenus intermédiaires où arriver à un certain niveau par tête, ils ont du mal en fait à dépasser le cap et ça pose une problématique assez particulière. Est-ce que vous distinguez entre les pays en développement selon le niveau de revenu par tête en quelque sorte? Alors, je vais essayer de répondre à la première question d'abord. Lié à l'innovation. Alors, le livre se situe dans une perspective systémique. Donc, et c'est en convergence et avec tout ce qui a été développé jusque-là par rapport à l'innovation. Finalement, l'innovation, c'est un processus qui n'est pas individuel et qui n'est pas situé uniquement au niveau de l'entreprise, mais c'est un processus collectif dans lequel il y a plusieurs acteurs qui interviennent pour faciliter finalement le développement d'une capacité d'innovation, qu'elle soit individuelle ou à l'échelle d'une nation. Donc, la définition de l'entreprise, de l'innovation n'est pas une définition purement individuelle. C'est une définition large. Quelles sont les variables ou les déterminants qui permettent de développer une certaine capacité d'innovation? Après, vous avez bien souligné l'aspect le type d'innovation radicale, incrémentale, etc. Effectivement, quand on parle d'innovation, dans les pays développés en tout cas, et c'est pour cette raison qu'on a fait le lien entre entrepreneuriat innovant et entrepreneuriat de nécessité, quand on parle généralement d'innovation dans les pays développés, on parle forcément d'innovation, pas d'adaptation, mais d'innovation qui pourrait être incrémentale et souvent radicale. Lorsqu'on parle de pays émergents, en tout cas, on sait que la plupart des innovations sont d'abord des innovations d'adaptation au contexte. Il peut s'agir d'innovations déjà existantes dans des pays développés, mais le fait
de les adapter au contexte local, de les améliorer, ça constitue en soi une innovation. Et ce type d'innovation, d'adaptation n'est pas négligeable. Et c'était justement à l'origine de développement de success stories, si je peux dire, dans beaucoup de pays émergents, notamment la Chine, qui ont commencé par des adaptations, puis par des améliorations pour passer à un stade encore plus avancé. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à… Oui, mais Sonia, dans votre approche empirique, le fait de ne pas… Je vais en parler à Hatem. Déjà, pour la partie théorique, disons, évidemment, nous avons regardé la partie théorique et vous savez très bien, quand on traite la question de l'innovation, généralement, on rappelle un peu la définition, y compris dans les papiers théoriques. On rappelle ce qu'on entend par innovation et généralement, on fait référence à des définitions bien définies, bien cadrées, comme celle du manuel d'Oslo, le manuel de Frascati, et puis on passe à autre chose. Réellement, dans tout ce que nous avons présenté, surtout dans la partie théorie, il n'y a pas, en fait, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, décidé ou l'a choisi, c'est probablement une question qui n'est pas toujours traitée. Quel type d'innovation, lorsqu'on parle d'innovation, de quel type d'innovation il s'agit. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui naissance d'une littérature. On parle d'innovation frugale, on parle de pro-pour innovation, donc innovation pour les pauvres. On parle de système national d'innovation pro-pour des pauvres. Il y a une littérature de ce type, ok, qui commence à émerger avec quelques auteurs, surtout dans l'équipe de Globelix. Oui. Maintenant, pour la partie empirique. Pour la partie empirique, là aussi, nous ne nous sommes pas vraiment posé des questions sur la définition de l'innovation. Il s'agit ici, je dois le rappeler parce que c'est nécessaire, tous les liens de corrélation que nous avons essayé de calculer, c'est par rapport à ce Global Innovation Index. Si certains d'entre vous ont une idée sur ce Global Innovation Index, il se rappelle peut-être qu'il est composé de deux grands éléments. Il y a des dizaines de sous-indices, deux sous-éléments. Il y a les inputs de l'innovation. Les inputs de l'innovation, c'est les investissements qu'on fait dans l'innovation. Investissement humain et investissement financier, et parfois même d'infrastructure. Et puis, nous avons de l'autre côté les outputs ou les outcomes ou les impacts de l'innovation. Qu'est-ce que cela donne comme nombre de PhD? Qu'est-ce que cela donne comme entreprise innovante? Qu'est-ce que cela donne comme etc., etc. Brevets, dépôts de brevets, etc. Sortent, voilà, les brevets, etc. Et ça, c'est des éléments qu'on peut collecter soit au niveau national, soit au niveau international. Donc, à aucun moment, c'est une question en fait structurelle. En réalité, à chaque fois où je suis dans une thèse, etc., et on me sort des régressions, je me pose toujours cette question. Si on passait à une autre définition de l'innovation, innovation drastique, est-ce que les résultats changeraient ou pas? Mais en réalité, on ne fait pas très attention à ça. C'est une innovation à partir du moment que lorsqu'on présente le survey à l'entrepreneur et on lui dit est-ce que vous avez innové en procédé, en process, en marketing ou en marché, ou organisationnellement, il tique, hein, il fait une croix devant une des
un des choix, on lui rappelle au départ, on lui dit effectivement, là, il faut que ce soit vraiment une amélioration importante, pas un changement, un simple changement ou une petite modification. Il faut que la modification soit importante. Donc, à partir du moment qu'on lui présente la définition et on lui pose la question, on se dit qu'il a répondu de manière correcte à notre... Ça, c'est l'aspect définition. L'autre aspect, la détermination un peu des groupes, nous avons suivi, comme je viens de le dire, il y a la liste de l'OCDE, des pays de l'OCDE, et nous avons considéré cette liste-là. Pour les pays émergents, il y a des listes qui circulent de pays émergents. Ce n'est pas que les BRICS ou les BRIC. Hein. Il y a des listes plus ou moins élargies de pays émergents. Quand on parle, par exemple, de pays émergents en Afrique, par exemple, il y a toujours dans ces listes-là l'Égypte, le Maroc, Nigeria, par exemple. Ces trois pays, ils sont d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours introduits dans ces... évidemment, c'est des pays intermédiaires. Évidemment, la plupart sont des pays intermédiaires à revenus plutôt élevés que bas. Mais nous avons un peu collé à des définitions que nous avons trouvées et nous avons expliqué dans le livre pourquoi finalement nous avons choisi ces listes-là. Comme, et il faut que je le rappelle, j'ai enlevé de ces listes-là des pays qui ont des ressources, des petits pays, hein, qui ont des ressources financières qui viennent d'une seule ressource comme le pétrole ou le gaz. Parce que nous considérons que quelque part... Ma question, c'est qu'en fait, vos résultats, est-ce qu'ils changent selon la catégorie à laquelle appartient le pays en voie de développement? Vous n'avez pas les mêmes effets selon que le pays en voie de développement appartient à telle catégorie et telle autre, à tel revenu intermédiaire et tel autre. Les résultats changent selon l'appartenance du pays en voie de développement, selon son revenu, par tête. Est-ce qu'on n'avait pas fait ce genre d'exercice? Honnêtement, je n'ai pas regardé, pour être honnête. Je n'ai pas regardé du tout le revenu par tête. J'ai regardé des listes qui sont ad hoc, qui sont disponibles aussi bien dans certaines institutions internationales ou des écrits ou des rapports par des institutions internationales. Je n'ai pas nécessairement, donc je ne me rappelle pas avoir regardé cette histoire de PIB par habitant ou de revenu national brut ou autre par habitant. Ça n'a pas été mon choix. Et quand tu as un nombre important de pays, 2-3 pays ne changent pas finalement le train de final. Je dirais, si je peux me permettre, nous avons quand même dans l'un des chapitres du livre essayé de comparer les pays qui sont classés selon le niveau du revenu avec leur capacité, pas leur capacité, disons, stade de développement au regard de l'innovation. Donc, mais pas dans la partie... pas dans la partie empirique, mais c'était dans la partie introductive de la partie empirique, donc le chapitre 4. Oui. Et nous avons dressé justement un tableau en essayant de comparer le classement traditionnel finalement de la... Excusez-moi, voilà, essayer de voir un peu le classement traditionnel qui s'appuie sur le revenu par habitant et le classement des pays selon le stade de développement au regard de l'innovation. Et quand on confond les deux, on voit qu'il n'y a pas de grande différence, sauf
effectivement, pour le cas des pays pour lesquels le niveau de revenu est important en raison des revenus générés par certaines ressources comme le gaz ou le pétrole. Mais nous n'avons pas été plus loin dans cette démarche. Autrement, Oui. on ne peut pas faire cette conclusion qui consiste à dire que plus le revenu par tête dans un pays en voie de développement augmente, plus sa capacité à innover est plus grande, quoi. Et sa capacité d'absorption est beaucoup plus grande, quoi. Avant tout, nous ne l'avons pas dit. Hein. Ce n'est pas une conclusion que nous avons. Tout à fait. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons dit. Deuxième élément, ça, ce que tu viens de dire, Hatem, tu le trouves dans le rapport de l'INSA. Comment il s'appelle le truc là, qui sort le rapport mondial de la compétitivité, l'indice de la compétitivité mondiale. Ah, le GI. Le rapport de Davos dit exactement ce que tu viens de dire. Il met tous les pays, il dispose les data, il met PIB et le GIAC. Et il met cette ligne-là et il a une corrélation positive. Nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons jamais mis le niveau du PIB par habitant par rapport. Comme étant, oui. Voilà. Ok, très bien, très bien. On va demander aux autres qui ont encore des questions. Oui, vous pouvez aussi soulever la main par. Vous voyez, il y a un endroit spécifique sur votre nom. Vous pouvez soulever la main, mais là, j'accorde. En bas à droite. En bas à droite, raise hand. Oui, voilà. En bas à droite, vous pouvez faire. Ça permet de voir. Je vois que votre nom, oui, n'est pas sorti entièrement. S'il vous plaît, vous avez la parole. On ne vous entend pas. Peut-être remettre le micro. Ouais. Appuyez sur le micro. Très bien. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Okay. En fait, la discussion est très riche et j'ai bien envie d'avoir le livre sous la main pour pouvoir réagir d'une manière plus fine et plus et aller droit au but dans mes interventions. Mais de toute façon, on le fera dès que vous serez à Tunis tous les deux. En fait, si j'ai bien compris, donc il y a une dimension extrêmement importante au niveau de l'analyse dynamique. Parce que vous faites le lien, et Hatem tout à l'heure l'a soulevé un petit peu, entre la relation qui pourrait exister dans le cadre d'un cycle lent, et on sait très bien aujourd'hui, on est dans une phase de transition d'un cycle lent à un autre. Bon, on ne sait pas exactement quand on sera réellement au niveau du cycle, du prochain cycle lent, donc qui va être fondé sur l'intelligence artificielle, si on n'y est pas déjà, hein, donc et donc le fait d'asseoir donc toute la réflexion donc dans un cadre, dans un référentiel historique aussi. Aujourd'hui, je crois que le constat est simple à faire. Le dernier cycle lent qui était fondé donc sur l'éthique, sur la biotechnologie, et qui est en train donc selon un phénomène de destruction créatrice, donc une innovation radicale, donc de prendre fin. Et donc d'autres innovations incrémentales, d'autres innovations radicales donc, vont voir le jour, et on passera très probablement dans les quelques années à venir à un nouveau cycle là. Est-ce que vous avez abordé cet aspect des choses dans le livre? Alors,
si je peux répondre donc à cette question, nous n'avons pas abordé cette question très précise qui pourrait faire l'objet finalement d'un ouvrage en soi sur le changement de paradigme technologique qui a commencé à émerger depuis, enfin, je dirais même pas émerger parce qu'il existe depuis une quinzaine d'années, mais qui commence à avoir cet effet perturbateur, comme disait, comme on disait avant, disruptive innovation. Notre approche, il faut toujours qu'on restructure le thème en fait du livre. On parle finalement de la relation entre le triptyque entrepreneuriat, innovation et développement, et la question principale, c'est vraiment comment on passe d'un entrepreneuriat classique à un entrepreneuriat innovant qui permet de contribuer au développement. C'est vraiment ça le cœur finalement du livre, et en empruntant finalement une démarche systémique. Effectivement, cette nouvelle vague de technologies disruptives, comme disait Christensen, va être amenée à encore perturber les stades de développement et le positionnement des différents pays, et probablement va affecter les pays qui ne seront pas en mesure de rattraper cette course à l'innovation, qui passe de plus en plus par l'entrepreneuriat innovant, par des initiatives individuelles innovantes, très innovantes même, radicales, et qui après sont supportées pour se développer. Mais la question en soi, la question de ce paradigme technologique perturbateur qui va être amené à se généraliser pour différentes causes, contextuelles, économiques, technologiques, et même là, quand on voit la crise du Covid, donc va être amené à se généraliser, mais ce n'était pas une question qui faisait partie des axes principaux et centraux de notre livre. Moi, je dirais, juste pour éclaircissement, un petit éclaircissement, oui, la question du renouvellement des paradigmes technologiques et de la cyclicité un peu des vagues technologiques, etc., est un élément important. Mais quand on regarde ça sous le prisme de l'émergence ou du développement, et ce qui se passe, c'est que généralement, ces vagues existent, on la regarde passer et on essaye de quelque part, parfois d'y participer, mais on sait de manière pertinemment que ces technologies-là sont produites, sont exploitées dans un premier temps et dans un deuxième et troisième temps par un certain groupe de pays qui ont produit ces technologies-là. Bon, ces technologies un peu, on les voit apparaître aussi dans nos pays plutôt rapidement, etc. Mais on y participe comme consommateur, on y participe comme adaptateur à un très faible contenu. Moi, j'avais quelque part en tête cette histoire-là, et puis, comme tu dis, probablement c'est quelque chose qui demandera un travail spécifique, qui n'a pas beaucoup de place dans notre réflexion dans ce livre-là. Mais c'est vrai que oui, pourquoi pas y réfléchir, mais y réfléchir dans le sens de comment participer
à la création de ces vagues, à l'évolution de ces vagues, à cette disruptivité, quelque part. Comment être capable de... Il faut de la politique industrielle, il faut de la recherche académique, parce que là, on parle en termes de frontières de connaissances, on parle du niveau le plus élevé. Hein? En termes de frontières de la connaissance, il faut être proche. Il ne faut pas un adopteur ou un suiveur ou un simple consommateur. Et à ce niveau-là, vous voyez, par rapport à notre livre, on ne s'est pas vraiment mis dans ce framework, dans ce cadre-là. Tout simplement parce que il me semble qu'il y a une idée à creuser, c'est que lorsqu'on est à la fin d'un cycle, et donc la probabilité d'occurrence d'une innovation radicale ou de plusieurs innovations radicales augmente. Oui, et théoriquement, oui. D'où le retour au premier modèle donc, de Schumpeter, l'entrepreneur innovateur. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est... il ne faut pas oublier la contribution de Schumpeter justement à comprendre la dynamique du changement économique en précisant le lien entre entrepreneuriat et innovation et disant que finalement la fonction principale... Marquand, c'est Schumpeter Marquand. C'est Schumpeter Marquand, oui, effectivement. Et on en parle sans véritablement développer l'histoire des cycles, qui est intéressante, qu'il faudra... Mais il faut préciser aussi que, pour revenir, c'est qu'effectivement, Schumpeter disait que la fonction principale de l'entrepreneur, c'est l'innovation. Qu'effectivement, il y a les cycles il y a le processus de destruction créatrice, et donc il y a des cycles d'innovation, et après il y a plusieurs améliorations, des innovations incrémentales, et après il y a l'innovation radicale qui va changer de paradigme, qui va être à l'origine du renouvellement technologique, etc. Sauf que il s'agit, si on parle de Schumpeter et de la destruction créatrice, on est dans une démarche d'analyse purement macroéconomique. Or, de nos jours, nous plaidons, en tout cas notre livre plaide pour la convergence des visions. Il faut combiner une vision à la fois macroéconomique et aussi microéconomique. On ne peut pas s'intéresser uniquement à l'approche macroéconomique de l'innovation et de l'entrepreneuriat sans prendre en compte les apports et les contributions de l'approche microéconomique et de l'entrepreneur à comprendre et à contribuer justement à l'innovation. Et de passer surtout, pour le cas des pays émergents et en développement, de l'entrepreneuriat classique de nécessité pour survivre, pour avoir un revenu stable, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour y arriver, à l'entrepreneuriat innovant, qui est plus structuré et qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche macroéconomique et sociale. C'est un processus plus global. Donc, effectivement, je pense que la lecture du livre permettra de mieux comprendre ces dimensions. Voilà, très bien, Alors, moi, j'ai juste une question. Je vais demander aussi, on va bientôt aussi clôturer parce que je sais que, voilà, on ne pourra pas prendre toute la soirée pour ça, même si le débat est très, très intéressant. Moi, j'ai encore beaucoup de questions à poser, mais je veux aussi laisser l'opportunité aux autres de poser les mêmes questions. Et parfois trouver cette possibilité de revenir et discuter avec vous, même en privé. Alors, ma question est la suivante. Si on distingue, on voit que, d'après vous, les études qui ont été menées, vous essayez de voir que finalement, l'entrepreneuriat de l'innovation, même si dans la partie empirique, vous n'êtes pas revenu sur cette distinction,
Ma question est la suivante, parce que là, ce que Sonia venait de dire tantôt, c'est de dire que voilà, nous passons de l'entrepreneuriat classique vers l'entrepreneuriat innovant. L'entrepreneuriat innovant, est-ce qu'il est innovant si l'innovation est incrémentale ou il va être innovant si l'innovation est de rupture? Ou, en fait, ça, je reviens alors à toute la distinction, cette typologie des différents types d'innovation. À quel moment on dit qu'elle est innovante, l'entrepreneuriat est innovant, si on arrive, par exemple, à une innovation qui est simplement d'adaptation ou une simple amélioration de quelque chose qui existe, est-ce qu'on va dire que, c'est-à-dire dans le cas d'une innovation incrémentale, on dira que voilà, c'est l'entrepreneuriat innovant ou pas? Non, pour la dernière question, je pense que cette histoire de définition du concept, même si elle peut paraître importante, en réalité, la définition, elle est claire. Donc, même l'innovation incrémentale, c'est une innovation. Une innovation d'adaptation, elle peut être une innovation. Maintenant, qu'est-ce que on veut dire par innovation d'adaptation ou incrémentale? Si l'évolution, le changement n'est pas important, ce n'est plus une innovation. Parce que dans la définition de l'innovation, le plus important dans cette définition, c'est de dire que le changement doit être visible et important. Le changement dans le produit, il doit être visible et important. Et même, il est visible et important, et c'est une adaptation. Ce n'est pas une innovation incrémentale. Le téléphone mobile lui-même est une innovation. Le téléphone mobile. Okay? Le téléphone. Maintenant, le téléphone mobile, quand vous lui avez ajouté l'appareil photographique, vous avez ajouté quelque chose de connu à quelque chose de connu. Ça a été une innovation aussi, parce que mettre les deux, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est aussi nouveau que l'appareil photographique ou le téléphone mobile? Non, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous êtes une entreprise de textile et vous produisez des pantalons et des chemises et que vous avez décidé de produire des vestes, ce n'est pas parce que vous avez un nouveau produit dans l'usine que c'est une innovation. La veste, c'est la veste. Ce n'est pas une innovation. D'accord? Vous avez créé un produit nouveau dans votre entreprise, mais ce n'est pas véritablement une innovation. Maintenant, si vous créez une veste avec des sondes et vous êtes capable de faire des choses avec, ou vous pouvez utiliser un GPS pour vous retrouver, c'est probablement, j'espère pour vous, une innovation avec un brevet qui va. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le livre qu'on ne sait pas ce que c'est. Lorsqu'il s'agit d'en parler, nous en avons parlé au niveau du système national d'innovation. Nous avons bien dit qu'il y a aujourd'hui toute une littérature, elle n'est pas vraiment aussi développée que celle sur les systèmes nationaux d'innovation tout court, mais il y a aujourd'hui, on peut trouver des Indiens, des Africains, Jeff Flat, etc., qui parlent de systèmes nationaux d'innovation pour les pauvres. On essaye, dans ce cas-là, il y a des travaux théoriques, plus qu'empiriques, qui essaient de voir qu'est-ce qu'un système pro-pour. D'accord? L'objet, c'est de résoudre des problèmes de pauvreté au niveau de l'agriculture, au niveau du commerce, etc. Et quand on regarde de près, on y trouve de l'innovation frugale. Pas de l'innovation, même l'innovation frugale, c'est des innovations. Elles sont avant tout des innovations. Très bien, très bien. Le jeune médecin indien qui a fabriqué
le petit appareil qui fait la radio, etc., qui est portable, hein, pour la première fois au monde, eh ben, il a essayé de résoudre un problème parce qu'il voulait monter et aller dans des villages, dans des montagnes, et il ne pouvait pas avoir des voitures parce qu'il n'y avait pas de chemin. Donc, il a été obligé, poussé par la pauvreté, par la nécessité, à produire cet appareil-là, qui est aujourd'hui un des fers de lance d'une grande entreprise américaine. Ainsi de suite. Voilà, mais c'est vrai que je veux clôturer par là, parce que si je posais la question en regardant par exemple Clayton Christensen, je sais qu'ici, vous ne l'abordez pas comme tel, parce que pour lui, ce qui crée la croissance, growth, il fait un lien entre la croissance, d'une part, mais qui est créée par les innovations de rupture. C'est vrai qu'il a assez de sa typologie, elle est assez différente, parce qu'à un certain moment, il va parler d'efficient innovation, disruptive innovation, et les autres types d'innovation, c'est-à-dire en montrant que, par exemple, d'ailleurs, j'aime bien leur dernier ouvrage avant qu'il ne décède, Clayton Christensen, qui montre d'ailleurs cet exemple en Afrique où on montre que entre l'approche push and pull, où il y a son co-auteur et Fossa, qui montre qu'il est aux États-Unis. On dit, voilà, en Afrique, il y a des gens qui manquent de l'eau et ils disent, on va les construire un puits d'eau. Et chaque fois qu'il y avait le puits d'eau tombé en panne, on demandait à celui qui avait demandé de construire de venir réparer. Et pour eux, ils disent, mais une telle approche comme telle, ce n'était pas la bonne. La bonne approche, c'est une approche qui peut changer la manière de vivre de la population. Et en changeant cette manière-là, cette population, elle peut arriver à prendre en charge un certain nombre d'activités et par là, ça peut créer de la croissance. Mais je comprends que ici, ça c'est juste une approche et j'ai bien compris que pour vous, vous considérez l'innovation de manière générale, sans nécessairement aller dans les détails de la typologie. Voilà. Si je peux juste rajouter justement par rapport à Christensen, qui est pour moi un des grands auteurs qui a beaucoup contribué à enrichir le débat, surtout en management de l'innovation, avec son ouvrage aussi Management of Innovation. Donc, c'est la référence en termes d'exemples surtout sur le management de l'innovation, que j'ai beaucoup enseigné aussi à mes étudiants. La différence entre l'approche de Christensen et je ne prétends pas comparer, c'est que son approche est focalisée sur le processus d'innovation. S'il est poussé par la science ou par la demande, par le contexte, d'où votre exemple. Or, notre livre aborde adopte une approche multiniveau, multidimensionnelle, qui prend en compte non seulement la démarche individuelle, donc concernant le processus d'innovation, mais place ce processus d'innovation dans un cadre plus systémique, national. Et c'est ce qui fait finalement la différence de développement entre pays. On ne peut pas considérer l'innovation comme étant un concept indépendant du contexte dans lequel cette innovation évolue, où les potentialités d'innovation évoluent. Sachant que l'innovation n'est plus l'apanage des grandes entreprises, elle émane plus d'initiatives individuelles, il est important de comprendre quels sont les déterminants de cette initiative individuelle et donc entrepreneuriale et qui permet finalement de renforcer ou de supporter l'innovation à valeur ajoutée économique. Et c'est ce qui fait finalement la différence entre l'entrepreneur classique qui
qui a pour objectif finalement, si je m'appuie sur les travaux d'Axe et de Verga qui étaient les premiers à définir, à faire cette distinction en 2005 entre entrepreneurs classiques de nécessité, qu'ils définissent comme étant l'entrepreneuriat de nécessité, qui permet finalement d'augmenter son revenu et de créer de l'emploi, et l'entrepreneuriat innovant, qui en plus de créer de l'emploi, va avoir une plus-value économique et qui va contribuer à l'innovation. Et après, on a beaucoup d'indicateurs et d'indices d'évaluation de l'innovation. Très, très bien. Je pense que là, on arrive presque à terme de notre conférence de ce soir. Je n'ai pas vu la toute dernière question, si quelqu'un voulait bien poser la question. Je n'ai pas vu de main levée. Voilà, il ne me reste alors que à vous remercier, d'abord à vous féliciter d'abord pour cet ouvrage avec une approche très fournie, avec des exemples. Je pense que ça fait un éclairage théorique d'une part, mais aussi les données que vous analysez, ça permet alors d'approfondir. Moi-même, je trouvais très intéressant de voir le fait que vous vous intéressez à plusieurs indices et essayez de voir les relations qui se placent notamment là-dedans, parce que finalement, la question la plus importante, on peut même, c'est celle de dire, moi quand je vis le titre de votre ouvrage, c'est de dire qu'est-ce qui peut conduire au développement. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, si des responsables politiques veulent dire quelle est la voie à suivre pour aller vers le développement, qu'est-ce qu'on peut conseiller en disant aller sur telle voie ou telle autre voie. Et donc, je crois que tout ce qui reste maintenant, c'est d'avoir votre ouvrage. Je le conseille aussi à tout le monde. Comme ça, on peut encore creuser davantage pour bien le comprendre. Voilà. Alors, peut-être un mot pour terminer à chacun d'entre vous. Vas-y. Vas-y, Samir. D'abord, nous souhaiterons vous remercier pour cette opportunité que vous nous aviez fournie pour pouvoir présenter le résultat de notre recherche qui était très passionnante, très révélatrice, très instructive, et nous espérons en tout cas qu'elle sera un bon point de départ vers de nouvelles recherches dans l'exploration des potentialités de l'entrepreneuriat innovant et du rattrapage justement technologique dans les pays en développement. Et je pense que les données ne manquent pas, les cas ne manquent pas. Je crois que nous avons beaucoup lu sur des études qui développent de nouvelles approches, mais qui sont pour la plupart adaptées aux pays développés et non applicables forcément aux pays en développement, parce qu'il y a des spécificités locales, il y a des obstacles locaux, il y a des éléments et des dimensions non encore explorées qu'il est urgent d'explorer et d'essayer de décortiquer pour finalement être acteur du développement et non utilisateur des technologies. J'ai changé un peu la page en mettant en avant le site de l'éditeur qui a eu l'amabilité de publier notre ouvrage. Donc, notre ouvrage est peut-être procuré sur le site de East Group qui promeut finalement toutes les contributions innovantes. Il y a la série, justement, notre livre a été publié dans la série Innovation, Smart Innovation. Donc, merci encore. Je laisse la parole à Atem. Et encore merci Patrick, merci à tous les participants d'avoir eu l'amabilité de suivre ce débat très, très riche.
Merci Sonia. Pour ma part, je remercie aussi Patrick pour l'invitation et j'espère que cette discussion a été utile. Elle l'est sûrement pour nous. Je vais remercier, j'ai quelques noms de ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, donc je suis content de leur dire bonjour, bonsoir et merci de nous avoir suivis. Bien sûr, mon ami Hafez, Monsieur Étienne, mon ami Hatem Salah, l'Abidi Nadia, Patrick Mfossa et Priscilla. Donc, merci à tout ce beau monde et j'espère qu'il y a aussi d'autres, mais je ne vois pas les noms. Et voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine peut-être. Très bien, à la prochaine. Donc, juste vous dire que on va partager les liens pour ceux qui ont souscrit notamment à cette conférence et le lien sera disponible et on peut le partager. Moi, je vous promets simplement une chose, c'est que mes étudiants vont aller sur votre livre et rassurez-vous qu'ils vont travailler là-dessus pour que finalement cette conférence soit utile aussi au niveau de la formation. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci également. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ok. Au revoir. Bye bye. Ciao. Ciao.